Bonsoir et bienvenue à cette troisième séance du séminaire La Plume et le Bitume. Eh bien pour ceux et celles qui n'auraient pas assisté aux séances précédentes, sachez que ce séminaire, pour la seconde année consécutive, souhaite proposer une approche stylistique du rap français. J'ai bien dit une approche stylistique et non pas une approche littéraire, parce que si on dit une approche littéraire, ça sous-entend qu'on réduirait le rap à sa lettre. Une approche stylistique parce que, comme le dit le rappeur Zoxy, des sages poètes de la rue, le style, c'est la clé du pouvoir poétique. Il s'agit donc d'un séminaire que l'on pourrait appeler un séminaire de stylistique hardcore. Et ce séminaire, nous sommes deux à l'organiser. Emmanuel Carinos, qui est élève à l'ENS, en Master 2 de sociologie, et moi-même, Benoît Dufaux, qui suis doctorant pas très loin d'ici, à Paris 4, à la Sorbonne. Alors l'objectif affiché de ce séminaire, c'est donc d'explorer dans disons, toute sa richesse et toute sa finesse stylistique, le rap français, explorer cette prose qui explose. Et quant à son objectif, disons, inavoué, c'est de faire, pour citer cette fois-ci non plus un rappeur mais Léo Ferré, c'est de faire, comme dit Léo Ferré, un séminaire particulier, avec des grammairiens particuliers aussi, et chargé de mettre des perruques aux vieilles poufiasses littéromanes. Voilà l'objectif inavoué. Okay. Et ça, c'est ce que Léo Ferré clame dans un morceau qui s'intitule « Le chien », qui est un véritable manifeste poétique. Donc, vaste programme, et pour le mener à bien, l'an dernier, on a reçu à l'ENS, tour à tour, plusieurs grammairiens particuliers, les rappeurs Virus, Lino et Kondo, ainsi que Anne-Marie Paillet et Paul Clavier, qui enseignent à l'ENS, et je crois que Anne-Marie Paillet est ici, donc big up. Et cette année, nous recevrons trois autres rappeurs. Douskawa, vous l'avez compris, qui est ici. Kazé, le 24 mars. Et Fuzzati du Club des Losers, le 26 mai. Et nous recevrons également, en avril, le poète et plasticien Marin Fouquet, qui est peut-être aussi dans la salle. Donc, il y a toute la team, peut-être. Alors, aujourd'hui, c'est donc le fils de plume Douskawa que nous avons le grand plaisir de rencontrer et de recevoir. Encore merci pour... Je t'en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Douskawa qui, dans un de ses morceaux, déclare « J'emmerde tous ceux qui captent que la moitié de mes textes ». Donc, pour capter l'autre moitié des textes de Douskawa, on vous propose 2 heures en sa compagnie, 1h30, 1h40 où Emmanuel et moi, on va échanger avec Douskawa, et 20 minutes ou une demi-heure où vous allez pouvoir lui poser vos propres questions. Ouais. Mais avant de commencer, on tenait à faire, évidemment, comme il est d'usage dans le rap, des petites cases d'aide, et notamment à l'homme de l'ombre de ce séminaire, qui est Théo Tedeschi, qui n'est pas là avec nous parce qu'il est aux États-Unis. On compte sur lui. Je dirais même Théo Tedeschi, je crois que son vrai blaze, c'est Tedeschi et pas Tedeschi. D'accord, je ne connaissais pas son blaze. Mais qui est l'homme de l'ombre du séminaire parce que, d'une part, c'est lui qui m'a fait découvrir Douskawa en 2012 quand je suis arrivée à l'ENS, bizarrement. Et c'est aussi lui qui m'a fait découvrir Benoît, donc il est à l'origine de cette collaboration. Et du coup, bon, voilà, petit big up à Théo. Mais bon, c'est pas Jay-Z qu'on veut, même si on compte sur lui pour nous le ramener. C'est Douskawa que vous voulez et que nous voulons. Et donc, pour lui souhaiter la bienvenue et vous souhaiter la bienvenue à cette triste conférence célèbre, comme dit mon petit frère qui est là aussi, nous vous proposons un petit extrait sonore. Oh, c'est pas la fête. On passe à la fête. Elle veut du kawa. Tous kawa. Ouais. Bienvenue dans mon moment triste clan. Il est 12 kawa, pose avec un mic chargé, c'est pas que ton disque est rayé, mec, quand j'écoute ton flow, je me mets à bégayer pour rester dans tes temps. Bienvenue dans mon moment triste clan. Et le reste, c'est le rap, j'ai les bases. Qui prend le bout de mes lèvres, ça va les bêcher, j'ai la main sur le mic. C'est le TK, il s'élève. Tout le monde se demande c'est comment quoi. 600-700 c'est bouillard. Sors le ménage, c'est le ménage. Là où je crèche, sur les nazes on crache. 12 K, rap, voilà mon blaze, on scratch. Voilà, c'est un morceau donc ancien. C'est une time capsule. Whoop whoop. Donc bienvenue à toutes les étoiles du sol, à tous les anges noirs de la salle, bienvenue dans le monde de Douskawa. Alors on va pas faire de présentation type copier-coller d'une page Wikipédia sur Douskawa parce que de toute façon, je pense que si vous êtes là, soit vous le connaissez, soit vous allez le connaître progressivement d'une meilleure façon. Et si vous voulez connaître toute sa vie dans le moindre détail, il y a le site de Douskawa où il y a une biographie de Douskawa. Ah oui, Petite biographie.
J'irai voir. Ce sera plus simple. Alors, on va commencer la discussion et pour lancer la discussion, ce que je vous propose, c'est d'écouter un nouvel extrait sonore et on va rebondir sur cet extrait sonore et commencer l'échange. Alors, il s'agit du morceau MC, de la fin du morceau MC. Elle était quoi, haute comme 3 pommes d'amour. J'étais en perte d'inspiration quand j'ai vu ses yeux dans la cour. J'explique pour les sauts du vocabulaire. Ça signifie pas que j'ai vu au sol rouler ces 2 globes oculaires. Non, je m'adresse aux blairs qui diront que je suis mon thème. Mais ces regards sont des cicatrices qui rarement se referment comme des paupières abaissées. Amour tragique pour abaisser, car personne n'écrit de texte qui soit bien plus fort qu'un baiser. C'est pour ça que je pourrais tous vous biaiser, faire le poète papier à lettres, barré en mode sentimental, avec la force de créer en main. Mais je suis qu'un MC asocial qui n'a jamais cru en rien. Mais je suis qu'un MC asocial qui n'a jamais cru en rien. Je suis qu'un MC asocial avec la force de créer en main. Mais je suis qu'un MC asocial comme tous les autres en fait. C'est tout ça. MC. Alors, le 9 novembre 2015, tu as été l'invité en compagnie d'autres rappeurs de la journée des auteurs de Sciences Po Paris, journée dont le but, je cite, était de reconnaître les rappeurs comme des auteurs. Et la première question qui a été posée lors de cette journée, à toi et aux autres rappeurs qui t'accompagnaient, notamment Zoxy, Giorgio, Hippocampe Fou, Zoxy et Kadaz, la première question qui a été posée, c'était « Est-ce que vous vous considérez comme des auteurs ?» Et à cette question, tu as répondu non, et tu as ajouté que tu refusais également l'étiquette d'artiste parce que tu trouvais que c'était un mot qui était trop, disons, galvaudé. Et dans le couplet qu'on vient d'entendre, tu joues également avec un autre mot galvaudé en disant que tu pourrais, je cite, « faire le poète ». Faire le poète, papier à lettres barré en mode sentimental, avant de conclure à la fin du morceau, « Mais je suis qu'un MC asocial qui n'a jamais cru en rien », comme tous les autres en fait. Alors, je me demandais, est-ce que tu pourrais revenir sur cette question de l'étiquette? Comment est-ce que tu te définis, si jamais tu te définis? Est-ce que tu te définis comme poète, comme artiste ou tout simplement comme rappeur, voire comme journaliste, puisque c'est le titre d'un de tes morceaux? Et qu'est-ce qui te gêne dans ces étiquettes et est-ce que tu distingues le MC du rappeur? Là, tu commences par une petite question, quoi. Ouais. C'est cool. Enfin, tu sais mettre les gens à l'aise. Non, je ne suis pas poète. Toutes ces dénominations, ça ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai l'impression de faire quelque chose que tout le monde peut faire. En fait, c'est juste communiquer. Moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir communiquer avec les humains. Et un jour, j'ai trouvé un média qui était le rap. Et j'ai commencé à me dire, waouh, c'est cool, j'arrive à parler sincèrement avec les gens. Et donc, j'avais l'impression pour la première fois de parler vraiment avec les gens. Et quand j'ai commencé à faire ça, on m'a dit, waouh, tu veux pas faire une conférence? Et je me dis, il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, quoi. C'est parce que j'ai l'impression de faire des choses naturelles, en fait. Et c'est depuis que je commence à parler naturellement avec les gens qu'on me dit, il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on en parle. Je dis, putain, merde, il y a un problème. Et pour ce qui est, je sais pas, poète, artiste... Alors pour moi, rappeur et MC, c'est la même chose. Il y en a toujours qui vont commencer à dire « Ouais, mais non, MC, c'est plus culture hip-hop, Zulu Nation, je sais pas quoi, maître de cérémonie, rappeur. » Pour moi, c'est... peu importe, on s'en fout, c'est tout pareil. Et poète... Poète, pour moi, c'est un terme qui est un petit peu... c'est un terme prestigieux et en même temps qui est un peu éculé, qui fait presque plus partie de cette époque, à mon sens. Et, il reste des places ici. Et je sais pas, j'ai toujours l'impression que dans l'esprit des gens, enfin pour moi c'est un peu la même chose, mais dans l'esprit des gens, tu te dis, mais je sais pas, c'est comme le slammer et le rappeur. T'as l'impression que le poète il fait l'amour et que le rappeur il baise, enfin je sais pas, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est à peu près la même chose pour moi. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a ce refus peut-être de l'étiquette d'auteur, de poète, etc. Par contre, ce que je remarque moi dans les textes, c'est la multiplication d'espèces de figures poétiques qui deviennent des sortes... Enfin, moi j'avais appelé ça à la séance de préparation des avatars ventriloques de ce côté. Il y a par exemple la figure de l'ange déchu, il y a la figure du roi sans couronne, et la manière aussi dont tu vas l'exprimer. Tu vas dire, pour dire ange déchu, tu vas faire une variation, tu vas dire ange noir du paradis, avec une association, je trouve, qui est très caractéristique de ton style. À la fois, tu associes une réalité socio-historique ancrée, donc pied noir, paradis avec un concept très idéal et tout. Et est-ce que le moyen de... Ouais, désolé, je suis partie loin. J'ai un CAP soudure, hein, s'il te plaît. Mais est-ce que finalement, le moyen d'échapper aux étiquettes, c'est pas d'arriver justement à cette multiplication d'images auxquelles tu vas t'identifier, par exemple, les oies sauvages, l'ange déchu, voilà, enfin lui. Si, je pense par la force des choses, évidemment, on se retrouve tous un peu là-dedans. Tu parles de ces contrastes surtout? Ouais, les contrastes et la manière dont peut-être que ça peut te définir d'une meilleure manière qu'une étiquette trop connotée socialement. Ouais, peut-être bien. Peut-être que les images sont plus parlantes que de dire ouais, c'est voilà. un poète ou c'est pas un poète ou c'est machin. Et puis j'estime tellement les poètes que j'ai pas envie d'être amené à eux. Et puis de toute façon, c'est pas à moi de juger si je suis un poète ou pas. C'est les gens qui choisissent de te mettre là-dedans. Le mec qui dit bonjour, moi je suis un poète, déjà, moi je vais avoir un doute direct. Et, par contre, s'il y a plein de gens que je croise qui me disent il faut que tu écoutes ce mec-là, franchement c'est un poète, je vais avoir beaucoup plus envie de l'écouter. Je pense qu'on a vite fait tous de s'autoproclamer étant ci ou ça, peut-être avec plein de bonnes intentions et en y croyant vraiment, mais c'est pas à nous de choisir qui on est, puisqu'on est toujours le reflet de ce que les gens nous renvoient, quoi. Alors, donc je laisse les gens me renvoyer une image et je l'absorbe ou pas. Et puis, voilà. Mais l'idée par exemple, l'idée d'ange déchu, est-ce qu'il y a un sens particulier que tu mets derrière cette expression? Ange déchu, ouais, moi je pense que c'est l'archétype de la mélancolie. Et j'aime bien ces contrastes, comme Étoile du sol ou Message aux anges noirs. Où à chaque fois, tu as quelque chose qui est complètement contradictoire. C'est presque des oxymores. Et c'est des contrastes, parce qu'on est des êtres de contraste, et que j'ai horreur du ton sur ton. Ouais. Le ton sur ton, c'est de l'eau froide sur les mains en hiver, c'est pas agréable. À chaque fois, tu cherches un petit peu l'opposé de ce que tu es en train de vivre actuellement pour pouvoir trouver plus de parfum. Ouais. Il me semble. C'est exactement ce que je reconnais dans le style. Ouais. Juste une petite remarque pour revenir sur la question de l'étiquette. Dans le nouvel album qui va sortir en avril, Bohemian Rhapsody, tu joues sur la question de l'étiquette et sur la question du cliché du poète, et puis le cliché aussi selon lequel le rap ce serait, comme le dit Éric Zemmour, une sous-culture d'analphabète. Et tu dis, au début de l'album, au début d'un morceau, j'ai oublié le titre du morceau, tu dis « Poète analphabète, je suis qu'un mal alphabète ». Et dans le même morceau, à la fin, tu mentionnes Zemmour. Et tu joues sur le cliché poète et le cliché analphabète, et tu réunis les deux, poète analphabète. Oui, parce que je amusant. pense qu'il faut faire le distinguo entre l'intelligence qu'on peut qualifier dans notre société de scolaire, et qui est reconnue par le grand public, et le bon sens, qui fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux être quelqu'un de complètement asocial et qui a bien réussi professionnellement au niveau des diplômes, etc., et quand même te sentir incomplet. Et je pense qu'un mec comme Zemmour est peut-être quelqu'un qui a fait de brillantes études, mais je pense qu'il est passé à côté de quelque chose profondément. Et c'est sa manière d'exprimer sa frustration. Et bon, quand on voit sa tête, on se dit que bon, quelque part, c'est légitime. Mais j'ai rien contre lui. Je pense que chacun a le droit de donner son avis. Moi, j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. Et c'est pas très grave. Il a lâché une phrase qui a buzzé, à mon avis, qu'il a dépassé à lui, quoi. Et on lui fait de la pub en parlant. C'est de bonne guerre. C'est pas... Franchement, je m'en fous. Mais c'est juste ça. Je pense que notre société est trop basée sur le scolaire. Et qu'on oublie plein d'humains qui ont plein de richesses. Et on va pas les calculer. C'est plus... les gens sont plus en mode qui me parle plutôt que qu'est-ce qu'il me dit. Et en fait, selon l'émetteur du message, tu vas plus ou moins lui donner de la valeur. Et je pense qu'on a tendance à dénigrer trop une catégorie de gens. J'ai connu des gens très très intelligents, mais parce qu'ils avaient eu des vies
un peu atypiques, qui n'ont pas réussi sur un plan scolaire, et aussi parce qu'ils couraient moins vite que les flics. Moi, je cours vite. Et j'ai eu la chance de réussir là où des copains ne sont pas allés très loin. Franchement, c'est juste parce que je cours vite. Voilà. Ça tenait à ça, quoi. Et toujours dans le nouvel album, sans vouloir trop spoiler le nouvel album, il y a toujours cette question de l'étiquette, parce que bon, il y a poète analphabète, mais il y a aussi une phase où tu parles de ces fils de petits mondes qui, dans les dîners mondains, se plaisent à dire que je suis trop un artiste pour que ça épate leurs potes. On a encore la question de l'étiquette, poète, artiste. Oui. Bon, c'est bien que j'ai sorti cette phrase avant d'être invité. Sinon, le doute aurait plané longtemps. Ouais, surtout qu'après, ça me traumatise que les bobos m'analysent comme un tableau de Matisse. Là, pour le coup, on ne pouvait que se sentir bien. Et après, j'ai reçu une invitation. Donc, voilà, c'est cool. Non, je parle de ça pour ces moments où... en fait, je ne suis pas d'Ouskawa, moi, je suis Franck. Et quand je vais quelque part et que je suis invité en tant que Franck, et que tout d'un coup, au milieu de la conversation, c'est viens, on va te montrer à des gens, et lui, c'est un artiste. Et c'est à côté, il te fait non, mais moi, je suis là parce que vous faites super bien la bouffe. Et c'est tout, quoi. Et c'est toujours un petit peu réducteur. Et encore une fois, j'ai pas l'impression d'être un artiste, j'ai juste l'impression de parler et de donner mon avis. Et je sais pas, peut-être que j'ai une image négative de ce que ça représente dans les yeux des gens, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de ce qui est scolaire, et dans tes morceaux, il y a un thème qui revient plusieurs fois, c'est précisément l'école. Par exemple, dans les morceaux Étoile du sol ou le morceau MC. Ouais. Et ce rapport difficile à l'école, c'est quelque chose dont Lino et Virus nous avaient déjà parlé quand ils sont venus l'an dernier. Mais toi, tu en parles de manière encore plus claire, comme de la confrontation entre deux mondes différents, entre deux planètes différentes. Et je vous propose d'écouter un couplet d'Étoile du sol qui aborde ce thème. Et ensuite, ça nous permettra peut-être de rebondir là-dessus. Sur le scolaire. Rebondissons. C'est pour les héros dans la lune, tombés sur terre, les pieds au PC en Redskin Blazer ou bien en survêt Takini qui dorment ici la tête sur le satellite de la Terre. À cause de Newton et l'imbécile d'apesanteur, c'est ceux qui ont le passeport d'un pays imaginaire, merde. J'étais ce gosse qu'on a mis en marche, sous prétexte que j'émerge d'une casquette de t-shirt large. C'est pour les mômes qui planent au-dessus qu'on nomme les dessous de la France. Le délinquant pour qui l'école fout toujours une souffrance. Juste parce que je suis pas de ce monde et au poste sur mandat ou même à la pause les profs me demandaient que la planète tourne trop vite et que toi, tu marches sur des nénuphars comme une danseuse étoile. Peut-être que la planète tourne trop vite et que toi, tu marches sur des nénuphars comme une danseuse étoile. On va seul, dans ce monde qu'on improvise, personne te prend la main quand tu t'écorches les genoux. C'est le côté froid du rêve qui fait de la neige en nous. C'est le côté froid du rêve qui fait de la neige en nous. Voilà. Et dans ce morceau, vous l'avez entendu, l'exclusion du monde scolaire, elle a lieu parce que tu dis appartenir à un autre monde et détenir le passeport d'un pays imaginaire, mais aussi parce qu'on décrète de manière assez violente qu'en fait tu n'appartiens pas à ce monde. J'étais ce gosse qu'on a mis en marge sous prétexte que j'émergeais d'une casquette, d'un t-shirt large. Et le seul lien entre ces deux mondes, finalement, c'est dans le morceau MC, quand tu parles de la petite prof de dessin et de ses dessins en body paint. C'est elle un peu qui assure le lien, la communication entre deux mondes, deux planètes complètement différentes. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ces extraits, ta relation à l'école ? Et ça me semble d'autant plus important qu'ici, on est dans une école, mais en plus on est dans une école qui est destinée à former des futurs chercheurs, mais aussi des futurs enseignants. Bah, je pense que c'est pas nouveau que l'école, pour moi, ça a toujours été un traumatisme, une souffrance, de la solitude, de l'ennui. Je me suis toujours ennuyé en cours, même si j'étais plutôt bon, mais je trouvais ça toujours chiant. Et puis c'est quand même, c'est toujours les repères des classes sociales supérieures. Et j'estime que si tu connais pas le code informatique et que tu mets un peu plus de temps à traiter l'information parce que ton processeur n'est pas adapté à ce milieu, ça ne veut pas dire que tu es moins bon, ça veut dire que tu as une opération à faire en plus. Oui. Et si ce n'est pas ton code, moi je le vois quand tu es dans le milieu médical ou des choses comme ça,
si tu utilises mal un mot latin ou une terminologie, t'as vite fait d'être pris pour un con, ou quand tu parles mal une langue. Je crois qu'une des choses que les gens qui ne parlent pas français connaissent en arrivant en France, c'est qu'à partir du moment où tu parles mal français, peu importe ce que tu racontes, tu passes pour un idiot. Juste parce que tu parles mal. Alors que tu as une difficulté en plus à traiter que les autres n'ont pas. Quand tu viens des HLM ou que tu as grandi, dans des milieux qui étaient différents que ces codes-là, tu mets peut-être un petit peu plus de temps, tu as une période d'adaptation. Et je pense que l'école reflète pas du tout ça. Et j'ai fait le tour. Ouais. Ouais, on peut continuer encore à tourner même. Mais ouais, est-ce que tu pourrais... Et sur un autre ton, hein. Tu vas te calmer. Est-ce que tu pourrais revenir sur le refrain de ce morceau, sur l'image de la danseuse étoile qui marche sur les nénuphars et sur cette phrase que je trouve magnifique, c'est le côté froid du rêve qui fait de la neige en nous. Salut. Excusez-moi. Ben, c'est l'instabilité permanente, parce qu'à chaque fois que tu fais un nouveau pas, tu crois que tu vas pouvoir t'appuyer sur ce qui va arriver, sur un nouveau sol, mais en fait, c'est meuble à chaque fois tu t'enfonces. C'est pour ça qu'à part une danseuse étoile, j'imagine juste qu'il n'y a que la danseuse étoile qui peut passer ces étapes difficiles, parce qu'elle est très légère, elle est gracieuse, et elle ne s'enfonce pas dans les nénuphars. Ouais. Et pour ce qui est du froid, de la neige, c'est qu'en fait, les mondes que tu te fais en toi, en général, c'est des mondes que tu te crées par rapport à un manque de la réalité. Et la réalité, on peut y revenir aussi, j'ai pas l'impression que la réalité existe de toute façon. Et ce monde peut être froid parce que c'est un monde, ce manque en fait, c'est tu t'y complais dans ta propre solitude, et c'est pour ça que le monde imaginaire est froid finalement. Je crois. Chacun a le sien. Je la trouve assez incroyable cette phrase, parce que je la trouvais très belle et très mystérieuse, et je me disais qu'est-ce que c'est le côté froid du rêve qui fait de la neige en nous. En fait, à inverser, normalement ça devrait être le côté froid de la neige qui fait du rêve en nous, et c'est une figure de style qu'on appelle un hypallage, où tu as des transferts de propriété. En fait, la caractéristique de la neige, c'est le froid qui est attribué au rêve. Et ça, tu l'as fait dans le morceau qu'on a commenté la semaine dernière, Histoire d'eau. Enfin, il y a 2 semaines, quand tu dis aussi « Elle parle à mes iris, mettre la lumière dans mes oreilles ». Alors qu'évidemment, elle parle à mes oreilles, mettre la lumière dans mes iris. Ou encore, je dessine avec des mots leurs mains au creux des lettres. Oui. C'est quelque chose que tu aimes bien faire, ce genre d'inversion. Je trouve ça plus joli, et puis me dire qu'il y a de la lumière qui entre dans mes oreilles, la musique, ça peut être du miel aussi. Mais bon, du miel dans les oreilles, c'est pas très poétique. Alors, du coup, j'ai préféré placer l'image de la lumière et voir de la musique aussi. C'est tellement paradoxal que ça devient poétique, quelque part. Ouais. C'est l'impression que ça me donne. Mais après, je suis plus absorbé par l'œuvre que par le message. Je veux bien perdre dans le message parce que je ne suis pas un activiste. Je n'ai pas l'impression, même si on me voit pas mal de messages sur certains morceaux que j'ai pu écrire. Je suis plus intéressé par l'esthétisme que par le message que ça peut transmettre. D'ailleurs, c'est un peu la progression qu'il y a à la fin de Message aux Anges Noirs. C'est finalement, tu commences en parlant des grands soirs, du thème politique, etc. Et puis tu finis, il ne reste quelques je t'aime, et encore ces je t'aime, on se les imagine. Et qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que, je crois que c'est un truc qui a un rapport avec l'art et la poésie. Et c'est marrant parce que c'est un mouvement des espérances politiques aux espérances amoureuses. Finalement, il ne reste plus que l'art. Mais la poésie, c'est je sais pas moi, c'est faire lever le soleil avant que la nuit disparaisse. Tu dis bon, il fait nuit, mais moi je peux faire lever le soleil. Et c'est intéressant, mais au bout d'un moment, il reste que ça. Et voilà, je pense qu'on dit la même chose. Ok, différemment. Mais finalement, le message aux Anges Noirs, c'est quoi le message? C'est quelque chose dont on a parlé, le message pour dans moi, la première séance. Ce message, c'est le message global de ce track. C'est t'es pas tout seul à ressentir ça, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre sur un morceau, parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui va comprendre ça.
Alors je sais pas si je me parle à moi-même, tu vois, comme on a pu dire que le morceau Manu de Renaud, ce serait son deuxième prénom, donc il se parle à lui-même, etc. Je sais pas si c'est un reflet à ce point, mais en tout cas c'est ça. L'histoire de Message aux Anges Noirs, c'est si tu extrapoles un tout petit peu, pour moi la première partie c'est... bon, c'est pas gay, hein. J'ai pas fait beaucoup de chansons gays. C'est quelqu'un au début qui va pas bien, c'est le thème de la mélancolie avec l'ange noir, donc on a de nouveau cette espèce d'oxymore. Ça parle du suicide, clairement. On a l'ambulance qui part doucement, je sais plus si elle est gyrophare, mais on estime qu'il y a quelqu'un au coin de la rue qui est en train de voir partir l'ambulance. Et c'est ce que je t'ai dit à un moment, c'est que si tu vois une ambulance qui part doucement avec des gyrophares qui tournent sans la sirène, en général c'est mauvais signe. Et en fait, cette partie-là représenterait la mort. Et la deuxième partie, qui est plus slamée, plus ce que tu disais en octosyllabes, ça représente un peu le testament, un testament d'Apocalypse. Et c'est ce qui est en train d'arriver crescendo tout au fur et à mesure de toute cette partie. Le message, c'est ça. Mais c'est pas une... Quand je parle de soleil noir, de drapeau noir, c'est pas une anarchie, c'est une anarchie apocalyptique, c'est pas une anarchie politique. Voilà. Je suis tout seul à comprendre. Et tu parlais des octosyllabes, et effectivement, donc le deuxième couplet du morceau Message aux Anges Noirs, il est écrit entièrement en octosyllabes. Et pourquoi avoir choisi les octosyllabes? Parce que dans le rap, c'est pas très courant, cette forme-là des octosyllabes. Alors déjà, je savais pas que je faisais des octosyllabes. Alors, moi j'attribue... Pour moi, c'est le mimétisme d'un roulement de tambour. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est une espèce de marche du condamné. Et c'est des soleils noirs et des nuits blanches, des regards tristes et dangereux, la fin des temps, la mort de Dieu, on y arrive. Bon, c'est pas le même ton que j'utilise, mais les syllabes sont les mêmes. Et en fait, pour moi, ça se rapprochait de ça dans la sonorité. Ça a un impact beaucoup plus fort que si j'avais fait des choses irrégulières. Ouais. C'est scandé. Voilà. Et sinon, on a parlé des hypalages, donc c'est quand tu inverses les propriétés des choses, le rêve, la neige. Et j'ai cité l'hypalage. Je dessine avec des mots leurs mains au creux des lettres. Donc ça, c'est un hypalage qu'on peut trouver dans le morceau Histoire d'eau. Donc un hypalage qui met en rapport l'écriture et le dessin. Et le dessin, j'ai un peu l'impression que chez toi, c'est ce qui relie l'écriture et l'enfance. Et que, en fait, tu as un univers graphique qui est bien à toi avec tes clips, avec tes pochettes d'albums, un univers graphique qui rappelle l'enfance, et c'est un de tes thèmes, un de tes grands thèmes, l'enfance, oui, un des thèmes récurrents. Et il y a plusieurs passages dans tes morceaux où tu assimiles ton écriture à du dessin ou à du coloriage. Par exemple, dans le mot bandit, alors j'écris plus rien, je fais du dessin, moi je colorie les lanternes. De manière un peu plus agressive dans le refrain de Renaissance, le jour de ma naissance, j'étais si petit, j'ai pris les couleurs de la violence et repeint la chapelle Sixtine. Ou encore, dans le refrain que je trouve superbe de Narcosique, que je vous propose d'écouter, et on en reparle, mais il est vraiment superbe et il faut que vous l'écoutiez. Je crois ce que je dessine en décibels, subtil, trop fragile, une esquisse à l'aquarelle, une illusion, le point de chute de l'arc-en-ciel, le point de chute de l'arc-en-ciel, ce que je dessine, le point de chute de l'arc-en-ciel, trop fragile, le point de chute de l'arc-en-ciel, une illusion, une esquisse à l'aquarelle, le point de chute de l'arc-en-ciel. Voilà, je me demandais pour toi quel était le rapport, s'il y avait un rapport entre l'écriture et le dessin. Bah, le dessin, c'est, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus primaire pour faire passer un message. Pas primaire au sens péjoratif, mais ce qu'un enfant sait faire avant de savoir écrire. Et l'écriture, finalement, c'est une forme de dessin évolué. On fait toujours passer des messages, mais on a rendu ça stéréotypé, en fait. On s'est accordé sur l'essence des signes. Et c'est aller au-delà de ce que représente le mot, c'est plus sa forme, c'est plus dans ce sens-là. Et puis bon, c'est enfantin, le modèle de l'enfance, pourquoi il est si récurrent parce que c'est la pureté, et puis je crois que
je suis presque sûr de ne pas me tromper si je dis qu'on a tous été enfants à un moment. Et même si parfois c'est parti en couille après, chez certains, mais l'enfance, c'est l'image qui va représenter la pureté. Après, le reste, c'est pas une évolution pour moi entre l'enfance et l'adultescence. C'est une dégénérescence, c'est l'apoptose, c'est pas forcément gage de réussite. Et moi, j'imagine toujours qu'il y avait une espèce de complémentarité en moi quand j'étais enfant. Que quand tu es enfant, enfin, j'imagine toujours que j'avais mon âme qui reposait contre ma peau parce qu'on avait la même taille. Et après, en grandissant, mon âme est restée à peu près la même, c'est mon essence. Et j'ai l'impression que maintenant, elle se sent un petit peu seule dans cette grande enveloppe. Et quand je fais des footings, j'imagine qu'elle se cogne de gauche à droite et qu'elle me dit « Non, mais t'es sérieux là ?» Et c'est peut-être pour ça que quand on est adulte, parfois, on a tendance à se sentir un peu incomplet. C'est un peu comme ça que je me l'imagine. Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde là. Non. Et le dessin, tu continues, tu fais du dessin ou pas? Non. Je peux pas être partout. Non, je fais pas de dessin. Mais j'ai... Comme tous les domaines artistiques, où à chaque fois que je vois quelqu'un qui est virtuose, je suis bluffé, je me dis j'aimerais savoir faire ça. Alors, le dessin fait partie des choses qui me bluffent. Pour le coup, il y a quelque chose entre les lettres et le dessin que je crois que tu as fait, c'est le tag. Le quoi? Le tag. Ah, le tag. Oui. Ah, le tag, ouais. Ah, le tag. Ouais, c'est ce vrai. qui fait quelque chose c'est l'esthétisme du mot, par définition. Ouais, il y a un rapport entre le rap et le dessin par l'intermédiaire du tag et du graffiti qui donne du relief aux mots. Ouais, comme le ça. rappeur donne du relief aux mots. Ouais, c'est une très bonne image. Merci. Nous aussi, on fait des images. Et tu l'as pratiqué, donc, le tag, le graffiti? Ouais, j'ai pratiqué du tag, mais c'était pas très esthétique. D'accord. C'était des punitions. Et, des punitions? Des punishments. C'est quand tu prends un support et tu écris plein de fois le même mot. Ouais. Et après, ça te fait un ensemble. Moi, je faisais surtout des trucs comme ça. C'est comme les lignes, enfin faire des lignes. C'est comme faire des lignes, ouais. Mais après, ça donne quelque chose d'assez joli que j'aimais bien. Comme je n'étais pas un bon graffeur, c'était une bonne façon de m'approprier une énorme surface. Et c'est très impactant. Et c'est pas la taille qui compte, maintenant je le sais. Parce qu'au fond, le tag, en fait, ça permet de remettre un peu au goût du jour un art qui est totalement passé à la trappe, c'est la calligraphie, en fait. Et c'est une forme de calligraphie, presque. Parce que c'est sur les murs, pas sur du papier. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore ça, surtout qu'on est dans une période où maintenant, tout le monde en cours travaille sur des ordinateurs, tous les documents sont imprimés, il n'y a plus cette personnalité dans l'écriture. Moi, j'aime toujours autant envoyer des cartes postales et écrire des lettres. Et j'aime bien en recevoir parce que dans la lettre, tu vois, tu as un peu plus la personne parce que tu as son écriture, tu as son trait. Et je pense qu'on perd un peu ça, mais c'est une forme d'évolution, on ne peut pas tout avoir. Et puis on a vu tes manuscrits, effectivement, dans tes manuscrits, il y a quelque chose de très esthétique dans la manière dont les mots sont disposés, dans la manière dont les mots sont écrits aussi. Il y a une espèce d'urgence. C'est énormément de ratures, et puis c'est juste des petits traits horizontaux avec des points. Je crois que je suis le seul à arriver à déchiffrer ce que j'écris. Mais il y a toujours une espèce de notion d'urgence dans l'écriture, parce que quand tu écris, avant je me prenais toujours avec un petit calepin sur moi, et j'étais dans le bus, j'étais partout, j'écrivais. Et parce qu'il y a toujours une notion d'urgence, tu as une idée, tu dis là maintenant je suis créatif, là maintenant j'ai une idée, je ne peux pas juste la laisser de côté. Parce que si je la laisse de côté, je m'en rappellerai ce soir, mais je vais mettre de côté tous les autres qui vont arriver derrière, parce que je vais me dire celle-là il ne faut pas la perdre et je vais me la répéter en boucle. Et ça rend un peu dingue. Et du coup, j'ai toujours incarné, bon maintenant j'ai mon iPhone, j'ai mon smartphone. Et ouais, voilà. C'est un truc qui revient souvent chez les gens qu'on invite, les rappeurs, ils nous disent souvent qu'ils écrivent dans un trajet par exemple sur leur téléphone. C'est marrant parce que je pense que niveau conditions matérielles d'écriture, on n'écrit plus de la même manière maintenant. On écrit, voilà, on va se souvenir de certaines choses et on a les moyens techniques de stocker. Oui. Mais maintenant, pour écrire tes morceaux, tu es passé à l'ordinateur ou tu continues à écrire sur papier? Non, je suis passé à l'ordinateur. Et ça change quelque chose dans l'écriture? Parce que Kondo nous avait dit qu'il était passé du papier à l'ordinateur et qu'il aimait bien tapoter sur son clavier parce qu'il y avait quelque chose de très rythmique il avait le rythme. dans ce genre d'écriture. Moi j'ai horreur de ça.
D'accord. J'ai horreur de ça, et puis ça me rend nerveux. Puis moi, j'allume jamais mon ordinateur parce que je suis tout le temps itinérant. Alors moi, c'est mon iPhone et merde, j'ai appuyé sur G au lieu d'appuyer sur et, franchement, ça me gave. Mais après, je l'ai sur Note, je l'ai sur ma Dropbox. C'est super pratique, quoi. Mais ouais, c'est très terre à terre. Hein, non, mais c'est important. C'est important. Tu utilises c'est Word? important. Oui. Mais est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'écrire ou pas? J'ai trop le nez dans le guidon pour pouvoir te dire ça. Moi, je trouve ça pratique parce que je peux, au lieu de raturer et puis de me dire maintenant j'ai trop de ratures, il faut que je réécrive tout sur une nouvelle page, et je perds du temps et je fais mes lignes de punition. Maintenant, je fais copier-coller, couper, machin, tac, et ça va plus vite. Il reste plus de ratures derrière. Donc à ce niveau-là, ça va plus vite. Mais c'est moins naturel, c'est sûr. C'est moins naturel. Je perds quelque chose, je perds le rapport au papier. Et est-ce que tu as des méthodes d'écriture, un rituel d'écriture? J'ai remarqué, je ne sais pas si j'ai un rituel. S'isoler, ça c'est évident. Après, j'ai besoin de... J'ai remarqué ça, qu'il y a une espèce de période d'amorce. C'est-à-dire que je suis dedans, il peut se passer 1 heure ou 2 sans qu'il se passe rien, que je fais des brides de je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne, et puis je regarde, waouh, il y a 5 heures qui sont passées, et j'ai écrit une demi-page, quoi. Bon, ça avance en tout cas, mais au bout d'un moment, quand je sens que la notion de temps ou de réalité n'a plus du tout sa place, c'est-à-dire que je suis parti dedans et que j'étais vraiment plongé dans mon texte. Et c'est des phases un petit peu d'écriture presque mécanique, quoi, où je ne me rends pas compte de ce que je suis en train d'écrire. Et c'est pendant ces moments-là que je relis mes textes et je me dis « Ah oui, j'ai mis ça ». Et ouais, c'est un peu comme ça. Après, c'est un peu flippant parce que c'est des phases où tu es complètement déconnecté de la réalité, quoi. Et souvent, j'ai rendez-vous avec des gens qui m'attendent, et puis je dis oui, on se donne rendez-vous à telle heure, et puis bon, j'avais rendez-vous à 18h, à 21h30, je suis toujours là, et je fais waouh, putain. Mais c'est vraiment flippant. Parfois, c'est inquiétant, ouais. Et pour écrire, est-ce que tu as besoin d'avoir l'instru, ou est-ce que tu écris un texte avant l'instru? Comment ça se passe? Ça, c'est pas très important. Ça, c'est pas très important. Actuellement, j'ai des gens qui m'envoient des instrus, donc j'ai beaucoup d'instrus en stock. Donc, quand il y a une instru qui m'inspire bien, quand je trouve qu'il y a une bonne atmosphère, je vais mettre l'instru et je vais facilement glisser dedans. Mais les idées les plus pertinentes, en fait, elles viennent dans l'observation du quotidien, et à ce moment-là, tu notes ces petites phrases-là, quoi. Tu as un exemple de ce genre de petite phrase qui te vient? Je sais que c'est pas facile de l'avoir en tête, là, mais... Si, on en avait parlé d'une tout à l'heure, là. C'était quand je disais « sans violence et sans haine », comme l'apprenti boucher, par exemple. Ouais. Tu vois très bien l'apprenti boucher qu'il est en train de charcuter un animal, enfin ce qu'il en reste, et que c'est son métier, quoi, et qu'il ne se pose pas de questions sur ce qui s'est passé en amont. Et il fait ça sans violence et sans haine. Et ça, c'est une observation du quotidien. C'est pas péjoratif pour lui non plus, quoi. C'est juste un constat. C'est dans le morceau Perce-Neige, oui, si vous connaissez. La question qu'on a posée à Douskawa tout à l'heure, c'est est-ce que c'est une réécriture de Baudelaire? Parce que dans Baudelaire, dans le poème Léoton Timorouménos, vous avez ces 2 vers « Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher ». Je me disais qu'il y avait peut-être une réminiscence, si ce n'est pas une réécriture de ces 2 vers de Baudelaire. Je ne connaissais même pas mais c'est fou, quoi. Peut-être une réminiscence scolaire. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est frappant. Ouais, parce que donc c'est intriguant. La version Perce-Neige, c'est « Je frappe sans remords et sans haine, frère, comme l'apprenti boucher ». Et Baudelaire, dans Léoton Timorouménos, qui est du grec, ça veut dire celui qui se frappe lui-même, je crois, qui se fait du mal à lui-même. C'est « Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher ». Donc c'est vrai que c'est la proximité, elle est frappante, quoi. En fait, il m'a plagié, quoi. Ouais. C'est qui ce Baudelaire de qui vous parlez? Non, oui, bon, bien sûr. Peut-être un petit featuring avec lui, je pense. Honnêtement, j'ai pas... Bon. Ouais. Parce qu'il y a des références. Peut-être une réminiscence. Il y a des vraies références. Il y a des références dans Les Oies Sauvages, qui est une vraie réécriture de texte d'Aragon, Les Oiseaux déguisés, que quelqu'un m'avait envoyé un jour. Il y a... C'est une espèce Les Oies Sauvages, c'est un lieu de rencontre entre
les oiseaux de passage de Brassens et puis les oiseaux déguisés d'Aragon. Alors là, effectivement, oui, là, il y a des vraies références. Ça arrive, ça arrive. Et c'est comme pour Histoire d'eau. Histoire d'eau, c'est aussi une réécriture de L'eau et les rêves de Bachelard. J'ai fermé le livre et j'ai écrit spontanément Histoire d'eau. Certainement, même de manière évidente, c'est pas du tout ce que lui voulait retransmettre, je pense. Mais, et puis, j'ai pas toujours les outils pour décrypter tout ce qu'ils veulent dire, ces gens-là, quoi. Mais, et puis, j'ai pas envie de les avoir quelque part parce que je me dis que ça me rendrait peut-être plus conformiste. Et je préfère avoir peut-être une image erronée. Mais en tout cas, le morceau était, à mon sens, une réussite, donc pas de regret. Et qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a bouleversé dans la lecture de Bachelard, L'eau et les rêves? J'aime bien déjà l'élément l'eau, parce que l'eau c'est un élément onirique, c'est un peu une fuite. Plonger dans l'eau, je sais pas, c'est un peu plonger en soi-même. Tu as l'idée du liquide amniotique dans lequel tu flottes. Quand tu es dans l'eau, tu n'as plus la gravité qui agit sur toi, tu es un peu un astronaute, tu quittes un peu la Terre, donc c'est quelque chose d'onirique. Et ce que j'aime bien dans le travail de Bachelard, c'est que pour moi, c'est un genre d'anarchiste. Un anarchiste dans le sens où il voit le monde d'une manière différente de ce qu'on attendait, peut-être, de ce qu'on attend des humains. Ouais. Mais ça, justement, on peut peut-être en parler un peu de ton rapport à l'anarchisme, vu que c'est un thème qui m'intéresse. Ah ouais. C'est comme ça. Bah, voilà, je vais peut-être te décevoir, mais je ne vois pas l'anarchie comme un mouvement politique. Parce que ce que je te disais, c'est que je vois plus ça. C'est pas des pensées anarchistes, c'est un anarchisme des pensées, en fait. Ce serait plutôt ça. Et je m'affilie pas à des mecs comme Proudhon, Bakounine, Kropotkin. Moi, s'il y avait une triade de gens plus anarchistes, à mon sens, hein, je pense qu'on peut l'imaginer comme un terme polysémique qu'on peut chacun un petit peu définir. Je vois plus ça comme des Bachelard, des Vézal ou Darwin qui sont arrivés avec des choses inattendues et une manière différente de voir les choses. Pour moi, c'est un petit peu plus ça, l'anarchie. Je veux dire, Vézal, c'est... on étudiait les cadavres, on étudiait l'anatomie sur les modèles de Galien pendant 200 ans, et avant qu'on s'aperçoive que ce mec-là, il avait décrit des singes, et ils apprenaient ça dans toutes les universités. Et lui, il allait disséquer des cadavres. Ben oui, parce que Galien, dans la Rome antique, tu n'avais pas le droit de disséquer des cadavres. Et Vézal, il est allé sur les gibets, il allait ramasser les cadavres, des machins, et puis il a commencé à faire ça. Et c'était interdit. Mais maintenant, c'est lui qui représente peut-être un des plus grands anatomistes. Darwin, on n'en parle pas, on connaît tous. Et Bachelard, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est plus cette forme d'anarchie-là. C'est un combat quotidien pour libérer son esprit. C'est pas un combat qui se fait sur les barricades. Après, tu es activiste, tu vas sur les barricades, tu fais ça si tu veux. Et je ne vais pas te juger pour ça. Enfin, je te regarde toi, mais je balaye la foule, en fait. Et donc c'est ça, c'est plus un anarchisme des pensées, à mon sens. Et c'est un combat de tous les jours, parce que il y a une idée d'évasion, mais pour pouvoir s'évader, il y a toujours une idée de violence et de lutte. C'est plus ça. Ouais. Là, j'ai en tête le début de Dieu d'amour, en fait. Tu dis ni Dieu ni maître, donc le slogan anarchiste par excellence, et après darwiniste peut-être, avec le peut-être quand même, refus quand même. Oui, peut-être, parce que c'est pas parce que j'aime bien quelqu'un que j'ai envie de faire partie de son mouvement. J'ai envie d'être libre. J'ai été approché par certains groupuscules, et on m'a demandé si je voulais faire des choses ou pas, et puis non, parce que même si c'est des gens bienveillants,
le fait d'être libre, bon, la liberté, tu la payes, hein, par peut-être un peu de solitude, un petit peu de moments difficiles, hein. Parfois, ouais, bref. Et darwiniste, peut-être, oui, c'est-à-dire que j'embrasse certaines idées, mais j'ai pas envie d'être défini comme darwiniste. Ouais, c'est toujours le refus d'étiquette, quoi. Mais c'est pas parce que... Ouais. Je sais pas, il y a des gens qui regardent un mec comme Hanouna à la télé. Vous n'êtes pas des hanounistes? Voilà, enfin, moi, je regarde pas la télé, mais j'imagine, enfin, c'est un exemple stupide, mais c'est chiant toujours, dès que tu fais quelque chose, tu as l'étiquette de machin chose. Ah, j'ai bien aimé ce livre, ah bah t'es marxiste. Non mais ça va, calme-toi. C'est le même problème finalement avec les étiquettes poètes, rappeurs, ouais, c'est le exactement problème ça. des étiquettes. Ouais. C'est le même problème. Et je crois qu'au bout d'un moment, il faut accepter que les gens sont multifacettes un petit peu. Quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, je pense, c'est quelque chose, enfin désolé de ramener vers ça, mais c'est quelque chose de très libertaire en fait. C'est quand même une idée qui est défendue par les gens qui se revendiquent de sensibilité libertaire. Et toi, voilà, tu vas avoir quand même cette critique de la politique institutionnelle, genre dans le freestyle avec Auster Lapoisse, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment il dit, je regarde passer vos phases de Bastille à Nation. Bastille à Nation, c'est la trajectoire de la manif plan-plan par excellence, c'est le symbole de la politique institutionnelle, etc. Les grands soirs sont comparés dans Message aux anges noirs aux dinosaures d'un monde perdu et tout. Bon, après, il y a le réseau métaphorique de l'Apocalypse et compagnie. Et voilà, et il y a aussi cette critique dans pas mal de tes chansons où tout ce qui est... Enfin, il va y avoir cette critique libertaire du collectif et du rassemblement parce que tu vas l'associer au bétail. Toi, tu vas être la personne qui regarde passer le bétail. Oui, parce que j'ai l'impression... Bon, là, c'est un mauvais exemple parce que j'allais dire qu'à chaque fois que je trouve qu'il y a trop d'humains rassemblés au même endroit, j'ai l'impression qu'ils font une erreur. Ouais, il y en a beaucoup ici. Et, planté. Et je crois peu à la révolution, je crois peu aux changements forts. Les quelques révolutions que j'ai pu voir, ça n'a pas toujours été des très bons résultats. Et je me dis que depuis la Rome antique, c'est toujours les mêmes castes qui dominent le monde. Et on nous a fait croire à des républiques, on nous a fait croire à des démocraties, et au final, c'est toujours les mêmes héritiers. Et en fait, le peuple broute comme un mouton, quoi. Et ça n'a pas changé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... C'est juste une impression, je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de censure du modèle intellectuel par la masse de cons, en fait. Et j'ai l'impression qu'il représente tellement une... Frédéric Dard disait les cons l'emportent toujours, question de surnombre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de me battre pour ça. Parce que je me dis, mais pourquoi moi je vais prendre des risques et m'impliquer dans ce genre de choses, alors qu'en face, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme public, quoi. C'est quelque chose d'un peu décevant. Ouais. Par contre, il y a un thème qui revient souvent sur ce que tu as dit, et qui est, je pense, un peu une réflexion sur truc politique, c'est la question de la reproduction sociale. Tu as parlé des héritiers, tu as une chanson entière sur le népotisme dans le milieu du cinéma. Oui. Il y a les pères ouvriers font des fils prolétariens. Et ça, c'est une réflexion que tu as pas mal sur la reproduction sociale. Et tu parles, je crois, dans une interview d'un livre qui t'a marqué, qui est La reproduction de Bourdieu. Oui, parce que moi j'ai commencé à... Moi, j'étais pas fait pour... C'est une erreur de parcours que j'ai pu un jour aller à la fac. Et là, je suis tombé sur les statistiques, sur la sociologie. Et ça a été une grosse claque dans ma tronche quand on m'a dit qu'il y avait peut-être 20% de chances que je réussisse à l'université. Et c'est pour ça que j'avais envie de réussir. C'était pour baiser la reproduction sociale. Ouais. Alors, baiser la reproduction, c'est une image un peu bizarre, mais... mais c'était ça, quand tu dis, tu prends les capitaux de Bourdieu, si je me souviens, alors j'ai une vague réminiscence, c'est économique, culturel, social, et finalement, c'est celui qui prône, celui qui prend, je sais pas, ce qui est le plus important sur tous les autres, c'est le carnet d'adresses, finalement. C'est le social. Ouais, c'est ça, et je trouve ça assez décevant quand tu commences à rentrer dans un monde qui se veut intellectuel et qui représente peut-être le summum de ce qu'on a en France, qu'on t'apprenne ça en première année, quoi. Ouais. Et en fait, j'avais vraiment envie d'aller à l'encontre de ça. Qu'est-ce que
tu m'as dit juste avant, la reproduction sociale. Ouais, non, Bourdieu et tout. Mais en fait, pour le coup, ici, c'est l'institution par excellence de la reproduction et de... Oh, c'est un peu pareil partout, dans toutes les niches un petit peu confortables. C'est comme ça. Et tu sais, à l'époque, tu avais ceux qui possédaient des terres ou qui étaient des grands maîtres, etc. C'était ceux qui ont formé les premières institutions aussi. Et puis bon, je veux dire, c'était vrai 200 ans avant Jésus-Christ. Enfin bon, à la louche, hein, je suis pas... Je vois pas pourquoi maintenant, plus de 2000 ans plus tard, ça changerait comme ça aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, c'est évident, il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais en tout cas, j'ai essayé de sauver ma peau. Je voudrais qu'on revienne sur le style, sur ton style à toi, ce qui fait la spécificité de ton style. Je voudrais qu'on parle de ton travail sur les images, c'est-à-dire les comparaisons et les métaphores, à partir d'un extrait du nouvel album. Parce que dans le morceau Trop jeune pour dormir, il y a un passage qui est caractéristique de ton travail sur les images. Alors, si tu veux bien, on peut diffuser en avant-première un petit extrait du nouvel album. Et vous allez comprendre le travail sur les images. Je parle encore. Pour dormir, t'es belle comme un orgasme, comme une paire de Nike Air Max réédite Jordan 7. Je voudrais te dire des belles phrases, mais je suis un détruit de la tête. Pour moi t'es belle comme une machette, comme une poétesse maudite. Marceline Desbordes de Valmore, comme un Glock 9 mm d'où j'entrevois ma petite mort. Belle comme si c'était trop tard, comme les sirènes des gyrophares qui attirent les galériens sur les trottoirs d'Arnaud Bernard. T'es belle comme des flocons de coke qui fondent sur le corps de l'escorte nue. T'es belle comme un beau cul qui crée beaucoup d'attraction. T'es belle comme l'amoureuse mais sucrée comme la trahison. Et tant pis si tu me laisses ici, j'ai vécu beaucoup de kiff. Comment un orifice vide pourrait combler un vide affectif. Paraît que c'est pas très fonctionnel, à vu comment on fait l'amour. Paraît que ça sert pas à grand chose, mais ça bouge toujours un trou. Réveille-toi, je resterai là pour toujours. Réveille-toi, Ligia, on est trop jeune pour dormir. Hey, réveille-toi Ligia, sors de ta léthargie. J'ai posé sur le toit SOS en lettres d'argile. On est trop jeune pour dormir. Réveille-toi Ligia, on est... Je n'en aurai pas plus, mais c'est déjà assez suffisant pour une petite réflexion sur les images, les comparaisons, les métaphores chez Douskawa. Et là, vous avez pu entendre la répétition de T'es belle comme et toutes les comparaisons qui se succèdent les unes à la suite des autres. Il y a 11 comparaisons en com. Et chez toi, il y a souvent des comparaisons sexuelles. Dans cet extrait, il y a l'orgasme, par exemple. Il y a aussi chez toi souvent des comparaisons qui peuvent être perçues comme prosaïques. Par exemple, dans cet extrait, la paire de Nike Air Max, t'es belle comme une paire de Nike Air Max. Et en tout cas, la plupart du temps, je le vois à vos réactions, c'est des comparaisons qui sont assez surprenantes et qui jouent toujours sur, disons, l'écart entre l'élément qui compare et l'élément qui est comparé. Par exemple, comme des flocons de coke plutôt que des flocons de neige. Ou encore, t'es belle comme une machette, Et ça, c'est peut-être ma préférée, T'es belle comme une machette. Et ça me fait penser à un poète que tu mentionnes à plusieurs reprises dans tes morceaux, qui est Lautréamont. Oui. Lautréamont, qui est un poète maudit, comme Marceline Desbordes-Valmore, qui est mentionné dans l'extrait que vous avez pu entendre. Et Lautréamont, dont la phrase la plus connue est la suivante. « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. » Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton travail sur les images, sur les comparaisons, les métaphores, peut-être aussi de ta lecture de Lautréamont et éventuellement de l'influence qu'il a pu avoir sur toi? J'aime beaucoup Lautréamont parce que et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux quand ils me voient vomissent, je n'ai pas bougé mon corps. Et, très poétique. J'adore Lautréamont parce que j'ai trouvé quelque chose de cathartique qui me dépasse aussi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir un média externe qui va représenter pour moi une catharsis, en fait. Lautréamont représente vraiment ça, pour moi. Et aussi ce qu'il y a autour du personnage, c'est un personnage un peu mystérieux. Et ton travail sur les images, comment est-ce que... Voilà, tu dis que t'es belle comme une machette, comme une paire de Nike Air Max. Ensuite, il y a Marceline Desbordes-Valmore qui arrive. Comment est-ce que tu équilibres les comparaisons? Ça, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure et peut-être que tu peux en dire un peu plus.
équilibrer les comparaisons, c'est-à-dire que si je cite Marceline Desbordes de Valmore, à côté, je ne peux pas continuer à faire des choses un peu trop littéraires, sinon ça va vite devenir lourd. Et donc après, tu as des choses dans ton quotidien qui sont tes choses favorites, comme ta paire de Nike Air Max ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est précieux et c'est volontairement choquant parce que c'est hyper sexiste. Et après, il faut vite se rattraper quand tu dis ce genre de truc. Il faut que tu places quelque chose d'un peu plus poétique. Il ne faut pas que les gens puissent rester là-dessus. Ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était aussi l'inverse, c'est-à-dire que tu plaçais quelque chose de poétique et tu voulais pas que ce soit trop pédant, et finalement tu vas mettre une comparaison sexuelle, je vais le détruire, ouais. Prosaïque. Derrière, je le détruis, oui. Je fais souvent ça, j'ai remarqué. Oui, moi aussi, on a remarqué. Ouais, parce que, comme je te disais, là sur... C'était quel morceau celui-là? C'était sur celui-là où je te dis que je vais chercher le trident de Neptune. Alors, il y a une référence à la mythologie. Juste après, je m'en bats les couilles. Et tout de suite après, c'est le trident de Neptune, je m'en bats les burnes. Et, mais en fait, c'est pour pas devenir trop pédant. Et si t'as pas une phase d'accroche qui vient tout de suite derrière, les gens ils vont décrocher. Parce que c'est juste une leçon de morale ou déblatérer sa culture. Donc il faut revenir à la rue, il faut revenir un petit peu réamorcer ça, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et sinon, on est ton sur ton. L'eau froide en hiver, de nouveau, quoi. Et c'est pas intéressant. Oui, mais c'est ce qu'on avait bien remarqué, nous, en fait, en étudiant tes textes, c'était le goût pour l'alliance des contraires. Et voilà, t'as le goût pour l'oxymore, l'antithèse, soleil noir, nuit blanche, berceuse pour insomniaque, des choses comme ça. Mais aussi l'alliance de brutalité et de douceur, de prosaïque et de poétique, tout ce qu'on a dit, en fait. Et je pense que c'est intéressant de voir que c'est un style qui touche par ça, quoi. Tu changes de registre, c'est ça qui est intéressant. Et l'intérêt là-dedans aussi, c'est que les gens puissent être un petit peu envoûtés et passer par des moments de catharsis où ils vont se vider aussi émotionnellement. On en a un petit peu parlé. Ouais. C'est que si tu balances des messages un petit peu violents comme ça, les gens, ça va les décharger émotionnellement. C'est vrai. C'est aussi l'intérêt. Non? Oui. Si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la catharsis, en fait, c'est que c'est pas tellement pour toi dans la manière, même si tu as écrit un morceau qui s'appelle Catharsis, où tu as quand même bien l'air de te décharger sur à peu près tout, mais la catharsis, ça marche pour les gens et les auditeurs, quand ils t'écoutent. Oui, pas pour toi. c'est-à-dire que c'est cathartique pour les gens qui écoutent. Ouais, voilà. Parce qu'ils peuvent se permettre de vivre une émotion forte sans prendre de risques. Ouais. Et donc ça va les décharger émotionnellement. Alors que toi qui es derrière la plume et qui écris des choses que tu gardes à fleur de peau tout le temps, tu les mets en réminiscence permanente. Et c'est 10 fois plus dur. Ouais. Et c'est pas cathartique pour toi. Ouais. Non, c'est pas cathartique. Ouais. C'est un problème. Mais oui. Pour en revenir aux images, il y a deux images qui sont récurrentes chez toi, c'est l'image de l'étoile du sol et l'image de l'ange noir. C'est des images qui reviennent très souvent dans tes morceaux et qui ont même donné à tes deux albums leur titre, Ouais. Étoile du sol et Message aux anges noirs. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça t'évoque, ces images, cette image de l'étoile du sol, cette image de l'ange noir, et pourquoi en faire des images récurrentes, un peu comme des signatures? L'ange noir, c'est Jeder Engel ist schrecklich, c'est l'ange de Duino, quoi. C'est l'ange qui est tellement magnifique qui te brûle, qui te met... c'est une espèce d'ange déchu, c'est un ange qui te met face à ta propre laideur tellement il est magnifique. Et qui aimerait bien qu'on le touche aussi, mais, parce qu'il se sent seul lui aussi, mais il est intouchable tellement il est extrême. Pour moi, c'est ça un ange noir. C'est un ange qui souffre de son état. Et pour ce qui est d'étoile du sol, l'étoile du sol, c'est d'imaginer qu'on est l'étoile de quelque chose qui nous on serait le sol et on serait vu d'un autre point de vue, comme des étoiles. Et c'est aussi simplement quand je rentrais chez moi, que je marchais pour rentrer au quartier, au loin, je voyais les bâtiments qui dépassaient avec les lumières. Et toutes ces lumières qui brillaient, c'était les étoiles du sol qui me guidaient vers ma maison, quoi. Ouais. Et ce que tu dis là sur l'étoile du sol, la fusion finalement du sol et du ciel, cette image double, ça me fait penser à Bachelard. On a parlé de Bachelard tout à l'heure, et à un moment dans L'eau et les rêves, Bachelard parle d'Edgar Poe.
Et il parle de l'image double, ce qu'il appelle l'image double de l'étoile Hill chez Edgar Poe. Je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai le passage si tu veux. De Bachelard? Ouais, de Bachelard. Ouais, tu peux le lire si tu veux. Voilà ce que dit Bachelard à propos d'Edgar Poe. En immobilisant l'image du ciel, le lac crée un ciel renversé où les astres prennent une vie nouvelle. Aussi Poe, dans cette contemplation au bord des eaux, forme cet étrange concept double d'une étoile Hill, d'une étoile liquide prisonnière d'un lac, d'une étoile qui serait une île du ciel. Où est le réel? Au ciel ou au fond des eaux? On ne donnera jamais trop d'attention à ces doubles images, comme dit l'étoile, dans une psychologie de l'imagination. Elles sont comme des charnières du rêve qui, par elles, changent de registre, changent de matière. Ici, à cette charnière, l'eau prend le ciel. Le rêve donne à l'eau le sens de la plus lointaine patrie, d'une patrie céleste. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que chez toi, on retrouve un peu cette dualité de l'image double en étoile du sol, et puis aussi cette idée d'une autre patrie, d'une patrie céleste dans les oies sauvages. Pardon, il y a l'idée que ces oiseaux sont apatrides, Oui. qui appartiennent à une autre patrie, et évidemment, leur patrie, c'est les cieux. Oui, mais en fait, appartenir à la terre ou au ciel, c'est juste une question d'inversion de point de vue. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Je pense que c'est pour ça que les oiseaux reviennent aussi souvent. D'abord parce que c'est un symbole de liberté, au sens un petit peu, au sens galvaudé du terme et hyper employé. Mais d'ailleurs, j'ai jamais compris qu'on puisse avoir des oiseaux chez soi dans une cage. Je trouve ça tellement bizarre. Et c'est un peu ça. Et puis le principe apatride, c'est intéressant. Bon, je pense que c'est lié à mon histoire parce que j'ai énormément déménagé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on se retrouve dans tous ces champs lexicaux avec les gars que tu cites là. Alors Bachelard, Poe. Alors Bachelard, bon, j'ai lu quelques-uns de ses ouvrages. Et Poe, c'est pareil. Le morceau que tu viens de faire écouter là, c'est Trop jeune pour dormir, mais son deuxième titre c'est Ligeia. Et Ligeia, c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. C'est rigolo qu'on retombe sur les. Ouais. Comme quoi, ton analyse était bonne. Merci. Je suis content. Il est bon, hein? Mais d'ailleurs, là, tu parlais des champs lexicaux, et ça, c'est une question qui est vraiment liée à la question des images, et tu m'avais dit que chez toi, il y avait vraiment une véritable recherche lexicale, que tu cherchais à apporter ce que tu appelles une valeur ajoutée dans les champs lexicaux, et qu'il y a chez toi un certain esthétisme des mots, qu'il y a des mots que tu trouves beaux, et aussi des mots que tu trouves laids, et ce, indépendamment de leur sens. Ouais, je sais pas, il y a des mots, je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Il y a des mots qui me font plus voyager, comme diaphane ou baïne, naïade, nymphe, chimère, concupiscent. C'est des mots que j'aime bien. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose qui me touche dedans. Après, des mots que j'aime pas, je peux pas t'en citer en fait, parce que je pense que du fait que je les aime pas, c'est quand je les entends, ça me fait un peu mal aux oreilles et je les oublie assez vite. Et je les emploie pas. Mais je les entends dans les textes des autres. Souvent, ce que j'entends qui me fout un cafard pas possible, c'est les expressions journalistiques. C'est oh putain, c'est chassé-croisé de l'été. Alors, mère courage, petit bout de femme. Je fais non mais arrêtez les gars. Ça me fout un cafard pas possible. Le côté stéréotypé de la langue. Bah, après, je me dis, bon, ils s'adressent à tout le monde, ils ont peut-être pas le choix. Mais faut que tout le monde le comprenne. Mais oh là là, je trouve ça tellement pédant. Ouais. Il y a Midriaz aussi. Dans Message Midriaz, aux Anges Noirs. ouais, j'adore Midriaz. Dans Message aux Anges Noirs, il y a aussi une citation cachée, là encore, de Rimbaud, avec l'hydrolat lacrymal, Ouais, c'est vrai. que tu as adapté. Bien vu. Parce que c'est dans Les le petites poème amoureuses. de Rimbaud, Les Petites Petites Amoureuses, que tu as. Un hydrolat lacrymal, bien lave mis. les yeux verts, choux, sous l'arbre tendronnier qui bave au caoutchouc blanc de lune particulière au pialaron. Ouais. Ouais, c'est ça. Entrechoqués, vos genouillères, mais les drons. Putain, c'est super vieux ça. Non Petites amoureuses. Les petites amoureuses, ouais. Ouais. Et bah ouais, hydrolat lacrymal, ouais. Et c'est tellement parlant. Ouais. Et en même temps, il y a cette manière d'utiliser du vocabulaire très, tu sais, technique, froid, médical quasiment. Midriaz, c'est le terme médical en fait pour dire dilatation de la pupille et compagnie.
et de leur redonner, en fait, par la manière dont tu les traites, une valeur poétique. Et finalement, c'est moins, j'allais dire, nunuche ou naïf, parce que justement, tu utilises ça. Moi, j'ai en tête, là, pour le coup, c'est pas toi, c'est Booba. Il va dire mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. Il va dire sternum. Il va pas dire un truc. Torse. Ouais, torse, tu vois. Ouais. Et il y a une valeur aussi de ce mot rare, froid, analytique, concret, qui vise juste, tu vois, dans le réel. J'aime bien le mot midriase, c'est une espèce de fleur de sang. Et c'est aussi, tu peux aussi vérifier je crois que c'est le réflexe oculomoteur. Hein. Tu peux vérifier si la personne est inconsciente ou décédée, je crois, il y a quelque chose comme ça aussi, non ? Tu vérifies l'intégrité du tractus optique, non ? Du coup, cueillir des midriases. Du coup, cueillir des midriases, parce qu'il y a un moment aussi, le thème de la fleur avec un œil et tout, et là tu dis cueillir des midriases, il y a le truc de l'ambulance, est-ce que c'est... J'aime bien la midriase parce que c'est cueillir des midriases, alors tu peux pas cueillir des midriases, mais par contre dans midriase, tu as un côté myrtille, un peu, et myriade. C'est comme s'il y avait quelque chose de sucré, qu'on peut cueillir de végétal, et en même temps qui est là en profusion devant nous. Ouais, clair. Et c'est ça que j'aimais bien, je trouvais que cueillir et midriase allaient super bien ensemble. Oui. Ça paraît tellement logique. Ouais, je suis et il y a le geste aussi, cueillir des midriases un soir, c'est-à-dire que c'est le soir, et tu as déjà vu saigner un ange, et derrière il cueille des midriases, quoi. Donc je trouve que ça allait bien ensemble, ça paraît tellement simple. Non, c'est vrai. Il y a les deux, quoi. Il y a le côté homophonie qui ressemble à myrtille, à myriade et tout, et en même temps ça crée un autre sens qui s'inscrit différemment dans le... Non, c'est la preuve que quelque chose est bien écrit, je pense. Merci. Et ouais, moi pour Étoile du Sol, j'avais, enfin c'est un peu cliché, tu vois, mais j'avais une interprétation baudelairienne en fait du truc. Je disais, en fait pour moi c'est une formule concentrée qui a valeur de manifeste poétique, c'est dire en fait la manière dont, bon bah là du coup je vais dire artiste, mais va tirer du sol, c'est-à-dire de la réalité, la réalité rugueuse comme il dit Rimbaud, des étoiles, c'est-à-dire la beauté, la poésie et compagnie. Et ça je sais que c'est un processus qu'on dit baudelairien, c'est la grande idée baudelairienne, tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or. De l'alchimie, tout ça, c'est un peu un topos de la poésie du 19e siècle, mais j'ai l'impression que ça, dans le rap, c'est important. Et chez toi particulièrement, quoi. Oui. Oui. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Non, mais je sais pas, est-ce que c'est... C'est un constat, et oui, c'est vrai. Et du coup, je suis un peu bloqué. Ouais. Parce que c'est une évidence, mais je sais pas trop. Ouais, voilà, mais moi j'ai lu Étoile du Sol comme ça, quoi. Ok. Ouais. Je pense juste pour le dire. Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette image, tu la répètes très très souvent. Tu la répètes très souvent, c'est un peu comme une signature pour toi, non ? Étoile du Sol ? Ouais, Étoile du Sol. Pourquoi la répéter aussi souvent, cette parce petite oreille ? Maintenant, ça devient un petit peu un écho, et dans le rap, il y a quelque chose qui se fait pas mal, c'est Booba, il fait 9 de I, ici, 9 de facile, c'est ça, 9 de easy. 9 de facile. 9 de facile, non ça Tu traduis, c'est 9 de facile. 92 facile. 92 facile. Et évidemment, ça devient une espèce de... C'est un tampon que tu peux utiliser dans tes morceaux. Et il y a plusieurs façons différentes de le faire. Moi, ça, c'est un de mes tampons. Ouais, c'est comme une cheville poétique. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Tu peux t'articuler un petit peu autour et tu te retrouves toujours. Et ce qui est bien quand tu commences, ça se fait beaucoup dans le rap, parce qu'on est souvent plusieurs sur un seul morceau, sur une seule instru. Et souvent, quand le mec il arrive, ou la nana, il vient tout de suite en disant qui il est, en sortant son truc à lui, quoi. On fait « Ah tiens, je reconnais, c'est lui ». C'est vrai que ça se fait beaucoup. Moi, ce serait peut-être un de mes tampons. Ouais. Oui, puis en plus, tu l'as fait dériver, l'image, l'étoile du sol, ça va devenir la clé de sol. La clé de sol, la partition, mais c'est aussi la clé de sol qui va ouvrir une porte, qui va ouvrir une serrure. Oui. Ça te permet de dériver, de trouver d'autres images encore. Oui, mais... c'est comme des poupées russes presque. Ce que j'aime bien dans clé de sol, c'est que tu as le mot sol, donc c'est là où tu es bien ancré, et en même temps tu parles d'étoile, donc en fait c'est être ancré sur une étoile un petit peu. Je trouve ça intéressant, cette opposition. Ouais. Je pense que ça valait le coup de le garder, c'est pour ça. Ouais. Et sinon, tout à l'heure, tu citais Rilke en allemand. Tu es trilingue, tu parles français, on l'a remarqué.
Tu parles aussi anglais et tu parles allemand. Oui. Et est-ce que ce trilinguisme, ça change quelque chose dans ton rapport au langage, aux mots, dans ta manière de rapper, ta manière d'écrire? Je sais pas. Je sais qu'il y a pas longtemps, je parlais de ça avec quelqu'un et il me disait, mais tu sais que apparemment, quand on parle une autre langue, on change de personnalité. Parce que, bon, on a un vocabulaire qui est pas toujours le même dans les différentes langues. Et du coup, tu vas utiliser certains mots qui seront peut-être une autre personnalité, parce que pour toi, c'est plus facile d'aller dans cette direction. Alors peut-être que ça change un peu la personnalité. Après, par exemple, si je lis, en ce moment, je suis en train de lire Faust, et je le lis en allemand. Mais je l'ai acheté en français aussi, parce que après, j'ai envie de comparer. Mais je me dis, ce serait dommage de passer. En plus, j'ai pris la traduction de Nerval, quoi. Donc je me dis, ça peut être un petit peu intéressant. J'ai quand même envie de le voir. Et puis Rilke, c'est pareil, je les ai pris en origine, je les ai pris tous en allemand et j'ai pris les traductions à côté aussi quand même. Parce que je veux voir ce que ça donne. Mais Rilke, par exemple, j'ai pas trouvé de traduction avec le respect des rimes. Et pour moi, c'est juste impossible de lire Rilke sans les rimes, quoi. Ouais. Ouais, et puis personne. Peut-être sur... J'ai une question sur la voix, parce que le rap, évidemment, c'est pas que de l'écriture, c'est pas que des images, mais c'est aussi la voix, c'est l'interprétation. Et toi, tu es un des rappeurs qui travaille le plus la voix, les déraillements de la voix, notamment, un peu dans la veine, je trouve, de Old Dirty Bastard du Wu-Tang. Ah, ça fait plaisir. Oui. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et en France, t'es un des rares à faire dérailler autant la voix, je crois. Et c'est pour ça que j'ai pas trop... Enfin, il faut aller aux États-Unis pour trouver presque un équivalent à ces déraillements. Et tu fais vraiment de ta voix une sorte de voix d'écorché vif, une voix hyper sensible. Et d'ailleurs, dans un morceau, tu dis « je rappe pour les écorchés vifs ». Et dans le refrain du morceau « Les oies sauvages », tu posais la question « est-ce que rapper fait changer ma voix ?» Je me demandais pourquoi est-ce que tu posais cette question et pourquoi dans ce refrain, pourquoi à ce moment? Les oies sauvages, c'est des oiseaux qui se cherchent, qui sont libres, mais qui se cherchent et qui sont jugés par l'entourage. Donc je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que mon message n'est pas clair? Est-ce que rapper a fait changer ma voix ou quoi? Et première chose. Ensuite, deuxième chose par rapport à ça, c'est qu'on me dit souvent que je parle pas pareil que je rappe. Ouais. Et moi, je pense que Booba non plus dans le quotidien, il fait pas Passe-moi le seul ou des trucs comme ça. Je pense que c'est inhérent à quelque chose qu'on... C'est encore plus flagrant chez toi. Et alors déjà, ça, c'est le deuxième point. Donc c'est pour ça que je pose la question une fois pour toutes. Est-ce que rapper fait changer ma voix, en référence à tous les gens qui m'ont dit ça? Et la troisième chose, c'est que c'est encore une dédicace aux oiseaux déguisés d'Aragon. Est-ce que... Je ne sais plus ce qu'il dit. Mais en tout cas, il parle aussi de changer sa voix. Donc c'est trois références. Ouais, il y a souvent des carrefours de sens dans les trucs que j'écris. Parfois, je suis très content que vous m'ayez invité parce que quand j'ai écouté ce que vous avez fait en préparation, je me suis dit, waouh, moi je me casse toujours la tête à écrire des trucs que je me dis, putain, mais tu vas être le seul à comprendre. Et vous avez fait des analyses assez fines et j'étais assez bluffé, je dois dire. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a une différence pour ta voix en studio et sur scène? Ouais, en studio, j'ai tendance à aller de plus en plus vers le déraillement et vers cette espèce de folie. Mon entourage me dit souvent, ouais, non, là c'est trop, calme-toi. Parce qu'il y a des micros à régler, il y a des choses à faire et tu ne peux pas faire tout ce que tu veux en studio. Donc du coup, je suis quand même obligé de me brider. Mais il faut quand même trouver le rap peut être très linéaire, tu sais. Et moi, je trouve que ça peut vite devenir redondant, pédant. Et j'aime bien que les mots soient ressentis, pas que par ce que j'ai écrit, mais aussi par la façon de le dire. Et il y a un truc qui est vachement important, c'est que je crois que tu peux dire, dans un morceau de rap, ou dans la musique en général, tu peux dire à peu près n'importe quoi. À partir du moment où tu la portes bien, tu peux créer un monde. Il faut juste bien la porter. Et en concert, la différence, oui, c'est qu'en concert, je peux complètement me lâcher. Et le public ne va pas dire « il chante faux, il chante juste », ils vont juste percevoir l'énergie. Et j'ai un super retour du public pour ça. Et ça permet un petit peu de partager mon énergie avec les gens.
En général, ça marche plutôt bien, ouais. Donc c'est pas du tout le... Et puis, quand tu veux voir un concert, tu veux pas forcément voir... tu veux pas écouter l'album. Tu te dis, mais quelle est la valeur ajoutée du mec que je vais voir en concert? Si c'est un artiste de studio, je vais peut-être être déçu. Alors, moi j'aime bien les erreurs en concert, j'aime bien les trous de mémoire, j'aime bien les voix qui déraillent, j'aime bien les imprévus, parce que c'est un spectacle humain. Et avant j'avais peur des trous de mémoire, maintenant j'en raffole pas. Mais je le prends pas trop mal, parce que je sais que le public est bienveillant en général. Et qu'ils aiment voir un spectacle vivant, ils se disent waouh, tu te rappelles quand il s'est planté là à ce moment-là et il s'est repris. Bon, j'aimerais qu'il se rappelle d'autres choses, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça donne quelque chose d'unique. Oui. D'humain. Il y a une phrase où tu dis ouais. quand je me trompe dans les mots, je laisse interpréter mes fans. Alors, quand tu parles de te tromper dans les mots, c'est sur scène alors? C'est sur scène ou ça peut être aussi sur les morceaux que j'ai écrits. Hein. C'est un peu le sketch de Boudherbala, tu sais, quand il dit... le mec, il écrit un truc complètement invraisemblable, et puis il dit, putain, mais vous vous rendez compte, ce mec, il a montré un ingé son, il l'a montré au technicien, il l'a montré à ses potes, et tout le monde fait, ah ouais, c'est génial. Et personne n'a vu qu'il y avait une grosse erreur. Et parfois, moi, j'ai déjà écouté des textes, et en les réécoutant, il y a des malgré que, il y a des machins, et au bout d'un moment, tu dis, c'est pas très grave, parce que les gens, souvent, puis je reçois des mails, les gens, ils font des interprétations de dingue. Je me dis, peu importe ce qui sort, de toute façon, les gens, ils vont trouver quelque chose. Ils vont trouver quelque chose à prendre. Et quand tu es en concert et que tu te trompes les mots, j'inverse souvent sur la maison, j'inverse souvent nuage et mirage. Mais les deux marchent, les deux fonctionnent. Et en fait, que je fasse l'un ou l'autre, de toute façon, ça fonctionne. Et ça change l'interprétation, mais il y a quand même quelque chose à prendre. Ouais. C'est intéressant parce que, en fait, le premier rappeur qu'on avait invité ici, Virus, nous avait dit que dans un de ses morceaux, Faites entrer l'accusé, il s'était trompé sur un mot qu'il n'avait pas bien prononcé. Au lieu de dire psychologiquement, il avait dit spicologiquement. Et il avait choisi de garder spicologiquement parce que précisément ce morceau, il parlait d'un bouleversement psychologique et il trouvait que cette erreur, en fait, elle collait bien à l'univers. Oui, à l'univers, à la psychologie. Ouais. La spicologie. Et moi, j'avais une autre question sur ça, sur ce genre de variation infime. C'est dans les deux refrains de Brûler les illusions. La variation qu'il y a depuis que les bateaux ont des ailes, tous les cons les fixent au rivage. Et après, le deuxième refrain, c'est tous les cons fixent le rivage. Et j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi cette variation. Donc maintenant que j'étais sous la main. Depuis que les bateaux ont des ailes, alors c'est les ailes évidemment, c'est les voiles des bateaux qui partent à l'horizon. On peut imaginer qu'en fait partir à l'horizon c'est un peu t'envoler. Et en fait depuis que, moi je le vois comme ça, depuis que les bateaux, bon, c'est une image, hein, c'est pas forcément un bateau, c'est quelqu'un qui est libre. Depuis que les bateaux ont des ailes, depuis qu'on a trouvé quelqu'un de libre, on va l'attacher. Oui. C'est première explication. Donc depuis que les bateaux ont des ailes, tous les cons les fixent au rivage. Et depuis que les bateaux ont des ailes, tous les cons fixent le rivage. C'est-à-dire que celui qui a réussi à partir, il y a ceux qui sont sur le rivage et qui continuent à fixer, et eux, ils restent sur place. Ouais, c'est ouf. C'est ça. Je suis trop contente. Tu pensais à ça? Ouais, mais c'est bien d'avoir la confirmation. Et puis c'est une chanson super touchante, je trouve. Vous voyez laquelle c'est? Brûler les illusions. Ouais. Et lors de la préparation, et puis aussi je pense, lors de cet échange, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est le problème de la référence. Le problème de la référence qui pose des problèmes de compréhension si on n'a pas la bonne référence. Et j'ai cité en introduction là, cette fameuse phrase « J'emmerde tous ceux qui captent que la moitié de mes textes » dans le morceau Catharsis. La phrase intégrale, c'est la suivante. « J'emmerde tous ceux qui captent que la moitié de mes textes, plus profond qu'une poupée russe. » Et il y a un peu tous ces sens en fait, qui s'emboîtent, toutes ces références qui s'emboîtent les unes dans les autres comme des poupées russes. Et ce qui fait que tes textes sont difficiles à capter, je pense que c'est parce qu'il y a ce travail des images qui sont suggestives en fait. Oui. Tu dis pas les choses, tu les dis à demi-mot, et puis c'est pareil pour les références, c'est toujours des références à demi-mot, c'est pas du name dropping. Il y a un autre rappeur qui est Lucio Bukowski qui lui aussi mobilise beaucoup de références littéraires, cinématographiques, etc., mais qui est plus dans le name dropping, c'est plus explicite. Toi, il y a des noms, tu mentionnes des noms, mais il y a quand même des références cachées. C'est plus implicite, c'est plus à demi-mot. Oui.
et enfin que ce soit dans la mythologie, parce qu'il y a beaucoup de mythologie chez toi, la littérature, le cinéma, etc. Et je me demandais pourquoi tout ce jeu sur les références. Est-ce que c'est pour le plaisir de la référence, parce que ça te fait plaisir, pour aiguillonner l'auditeur, et est-ce que ça te frustre si l'auditeur ne capte pas la référence? Est-ce que tu l'emmerdes à cause de ça? Non, ça c'est... Catharsis, c'est un morceau énervé et ça va dans le sens du track. C'est une tranche de vie. Faut pas trop se prendre la tête avec ça. Alors, je pense que je vais oublier la suite de ce que je voulais dire, mais premièrement, je pense qu'en termes d'écriture, de poésie, le suggestif est plus intéressant parce que ça donne un auditeur actif et pas un auditeur passif. C'est-à-dire que lui-même, il écoute quelque chose et il va pouvoir y réfléchir. Et il va pouvoir interpréter quelque chose qui n'est peut-être pas mon interprétation, mais comme je ne donne pas assez de détails, il va pouvoir y réfléchir et il va pouvoir un petit peu se promener dans ce monde. Si j'étais trop clair, je perdrais des gens aussi, parce que ce serait mes images, ce ne serait pas les leurs, tandis que là, ça reste juste assez flou pour que je détache les fils de la marionnette, tu vois. Et après, la personne, elle se retrouve dans l'univers et vas-y, avance tout seul. Et ça rend la personne active. Et c'est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement, premièrement. Et ensuite, j'ai l'impression que, deuxièmement, en matière d'écriture ou de poésie, il faut dire les choses sans les dire. Tu dis pas, pour dire je t'aime, tu dis pas je t'aime. Tu dois expliquer tout autour pour que la personne le comprenne sans que tu l'aies dit. Sinon, c'est un peu médiocre. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Oui, on définit souvent la poésie, justement, c'est l'inverse de la fonction utilitaire du langage, quoi. La fonction utilitaire du langage, c'est dire des mots qui ont un sens pour que l'auditeur comprenne directement, et la poésie, c'est un peu l'inverse. C'est justement ce qui n'est pas utilitaire. D'ailleurs, c'est lire entre les lignes. Hein. Et on a la même chose en musique. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, si c'était Bach ou Mozart, je sais pas, qui disait que les plus belles notes sont celles qu'on ne joue pas. Et c'est un peu ça l'idée. Le silence. Ouais. Le silence a un poids énorme. Ouais. Et le suggestif aussi. Il ne faut pas toujours être explicite. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi que les auditeurs ne se contentent pas seulement d'écouter ce que tu fais, mais aussi qu'ils aillent lire les textes, qu'ils creusent les textes et qu'ils cherchent les références peut-être? S'il y en a qui le font, ça va me satisfaire peut-être. Mais non, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que les gens me disent « j'aime ce morceau ». Parce que c'est un morceau, c'est... Évidemment, tu prends... Tu vois, là, on est une salle remplie, on m'a dit « mais ça ne te stresse pas de parler devant 200 personnes ou de parler devant 20 personnes ?» Pour moi, c'est pareil. Parce que, en fait, c'est une espèce de... C'est un ensemble duquel je peux extraire un tout petit peu de substance. Chaque individu est une substance. Et un morceau, c'est pareil, il y a des petites substances que tu peux prendre dedans. Après, si tu as aimé l'œuvre, ça me suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir aimé une partie de la substance. Ou d'avoir interprété une partie de la substance. Est-ce que tu as deux dernières questions et après on passe au... Oui, une dernière question peut-être. Pourquoi avoir accepté l'invitation à l'ENS et qu'est-ce que tu as pensé de la séance de préparation qu'on t'a envoyée? Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais trouvé ça plutôt bien foutu. C'est bien de le redire. Ils sont contentes. Oui, voilà. Et puis ensuite, j'aime bien rencontrer les gens. Et puis si les gens sont contents de m'avoir rencontré, je suis content, ça me suffit. Ensuite, que dire d'autre? Je suis content aussi de me dire, quand même, il y a un travail sérieux en amont. J'ai aussi pu, je peux dire que j'étais là aussi sur le même niveau que Lino, Virus et Kondo. Et ça me fait vraiment plaisir aussi. Et puis je crois qu'on peut se mélanger un petit peu au niveau des styles. Je trouve normal qu'il y ait des rappeurs qui soient... En fait, je trouve ça tellement normal que les rappeurs soient invités. On n'est pas obligé de les inviter en disant « j'aime ce que tu fais, c'est pour ça que je t'invite ». On peut les inviter juste en disant « on a envie de comprendre ce qui se passe ». Et tu peux jamais te tromper si tu es juste un peu curieux, je crois. Et juste pour ça, je pense que c'est légitime. Ok. Du coup, tu te sens... Non. On va vous laisser donc un petit peu de temps pour poser des questions.